Bonjour et bienvenue sur Egide, je suis Quentin et j'ai le plaisir avec vous aujourd'hui de découvrir le nouveau livre de bataille pour les Mag of King of Nurgle. Que nous réserve l'éditeur pour l'année 2026 du jeu? Nous allons pouvoir ensemble prendre la température, essayer de comprendre si ces 3 plus vont enfin disparaître ou s'ils vont rester. Spoiler alert, ça va rester. Mais en tout cas, le livre d'armée semble présenter un intérêt particulier pour les joueurs de King of Nurgle. Je trouve que souvent Nurgle a des bons livres d'armée. Là, ça va dans le bon sens, on va dire. Nous allons regarder tout ça ensemble. En tout cas, nous allons avoir une modification, je pense, un peu en profondeur du jeu des joueurs de Nurgle, sans non plus les dépayser. On va dire qu'on est un peu dans la modification que Khorne a pu subir, sauf que cette fois-ci, j'ai l'impression que le livre d'armée est quand même un peu mieux travaillé. Nous avons encore quelques réédits de règles, voilà, des choses qui traînent comme ça, peut-être quelques facs pour corriger certains points. En tout cas, quelque chose d'intéressant à proposer. Est-ce que ça conviendra à tous les types de joueurs? Je ne pense pas. Est-ce que les joueurs seront frustrés? Sûrement. Vous allez voir que, un peu, je trouve, à l'instar du BT V3 quand il était sorti, on a peut-être un peu le sentiment de manquer de dégâts à certains endroits. Cependant, je pense que l'accumulation de règles va faire que le BT va trouver une place importante dans la méta, du moins pour les prochains mois. Donc, nous allons regarder ça ensemble. Allez, let's go! Alors, nous allons commencer en premier par les traits de bataille. Donc, les traits de bataille, c'est ce qui définit l'ADN de votre armée. Nous aurons ensuite les sous-factions qui viendront apporter un peu de piment à cette dernière. Donc là, les traits de bataille sont globalement revus, même si vous allez voir que l'idée de la maladie est toujours présente dans cette version 4 du livre d'armée. Donc pour commencer, on vous dit qu'avec la règle Blacklist Regrowth, donc ça se fait à votre phase de héros seulement, vous allez pouvoir, si jamais vous n'avez pas de Feculence Gnarl, donc Feculence Gnarl, c'est le décor de faction, donc l'arbre de Nurgle. Si vous n'en avez pas sur le champ de bataille, vous allez pouvoir setup un arbre sur le champ de bataille entièrement à 12 d'un objectif que vous contrôlez et à plus de 3 des unités ennemies, objectifs et features de terrain. Globalement, vous savez qu'au déploiement, si vous avez un décor de faction, vous pouvez le déployer dans votre zone. Là, on va utiliser cette capacité si votre arbre est détruit. Pourquoi on vous dit ça? Parce que vous allez voir que l'arbre apporte des nouvelles mécaniques, des features qui sont un petit peu plus, je pense, importantes que pouvait l'être l'index. Donc quand vous n'avez pas d'arbre, vous allez pouvoir en repop 1. Attention, moi j'ai peur qu'à la lecture de cette règle, entièrement à 12 un objectif que vous contrôlez à plus de 3 des unités ennemies, à plus de 3 des objectifs et des terrains, de se retrouver un peu comme Sylvanette en début post-index, avec une incapacité de poser facilement des forêts. Alors bien sûr, cette forêt est plus petite que celle des Sylvanettes, mais à voir si jamais cela n'est pas trop restrictif. La première question qui se pose aussi, c'est est-ce que finalement nous allons pouvoir poser une forêt au déploiement ou utiliser plutôt cette capacité? Moi je pense qu'il faut utiliser cette capacité parce que c'est beaucoup plus facile. Cependant, ça va vous demander de contrôler un objectif. Entièrement à 12, quand vous êtes sur le tour 1, normalement ça se fait facilement. Pourquoi nous allons vouloir utiliser cette capacité? Eh bien, on va regarder tout de suite finalement qu'est-ce que nous dit l'arbre. Donc la nouvelle écriture, la nouvelle règle de l'arbre, c'est 7 points de vie, save à 5, ward à 5. 4 attaques au close, 4-3, moins 1, D3. Globalement, c'est pas une foudre de guerre, mais ça met quand même quelques patates. Vous avez les règles cover et instable. Donc instable, vous ne pouvez pas finir un mouvement dessus. Et cover, quand un vecteur d'attaque passe au travers de cet élément de décor, vous avez moins 1 pour les toucher. Bon, là, globalement, rien d'exceptionnel. La première règle donc, des décors de faction de l'arbre vous dit qu'à chaque fois qu'une unité de Mad King of Nurgle démon entièrement à 12 de cet élément de terrain fait un rallye, vous allez pouvoir ajouter un des 6 au ralliement. Donc si c'est un héros, vous le faire avec 6 des 6, vous allez faire avec 7 des 6. Pareil pour les unités de démons. Si jamais vous avez un musicien, vous savez que vous pouvez rajouter un dé. Donc on passera de 7 à 8 des 6. Donc ça va fiabiliser finalement le soin sur vos démons, le ralliement sur vos unités de démons. Et on vous dit en ajout, donc la manière dont je comprends la règle, c'est si cette unité est un non-héros, donc on part du principe qu'il y a les démons non-héros, donc on va dire les Plague Bearers par exemple, vous allez faire 3 des 6 en plus, donc 4 avec le musicien, ce qui vous porte à 10 des 6 en ralliement
Oui, c'est ça, pour des unités telles que des Plague Bearers, qui ont 2 PV tête actuellement, et sur les héros, du coup, 7 dés. Donc une fiabilisation du ralliement pour les unités de démons, ce qui est globalement pas exceptionnel comme règle, on en convient, mais qui reste une bonne règle en ajout pour pouvoir soigner vos unités qui vont avoir besoin, vous allez voir, souvent de se soigner, parce que vous allez perdre un peu de résistance, on va dire, d'armure sur certains profils. Ensuite, la deuxième règle que vous allez avoir avec votre arbre de faction, votre terrain de faction, je veux dire, affecte cette fois-ci les unités mortelles. Donc, les unités mortelles, vous allez voir, elles ont toutes le mot-clé Rodbringer. Donc, Rodbringer, quand vous êtes entièrement à 12 d'un arbre, vous avez une ward à 5. Donc, tout de suite, vous commencez à comprendre, quand on est démon, on rallie mieux. Quand on est mortel, on a une ward à 5. Donc, tous les profils de mortels que nous allons voir vont potentiellement être en ward à 5, ce qui fait que la capacité qu'on a vu à faire pop des arbres va être très importante. L'arbre est assez fragile, 7 PV, save à 5, ward à 5, donc vous allez vouloir le protéger. S'il meurt, vous savez que vous allez pouvoir le remonter, cependant il va falloir bien choisir l'endroit où le remonter. Et déjà, à la lecture de cette règle, on va supposer que Nurgle est une armée qui va plutôt vouloir recevoir plutôt que attaquer pour pouvoir bénéficier un maximum de cette ward à 5 sur les unités en question. Ensuite, la dernière règle, ça se fait en phase de mouvement. On vous dit que l'arbre, pour le reste de ce tour, donc attention, c'est un décor de faction qui n'a pas de mouvement, donc toutes les règles qui fonctionnent avec les décors, avec toutes les unités qui n'ont pas de mouvement s'appliquent. Cependant, cet élément de décor peut, à la phase de mouvement, effectuer un mouvement d'une caractéristique de 3 pouces et bouger immédiatement comme si vous aviez 3 de mouvement. Vous ne pouvez pas, cependant, vous ne pouvez pas engager ou finir dans des zones d'engagement ou traverser des zones d'engagement d'unités ennemies, ni finir votre mouvement dans les 3 pouces d'un terrain ou d'un objectif. Donc vous allez pouvoir globalement invoquer votre arbre, le faire bouger de 3 pouces pour pouvoir peut-être fiabiliser vos bulles, vos enchantements, ce genre de choses-là. Attention, on est quand même très restrictif sur le fait que vous ne pouvez pas engager des unités avec, donc vous ne pouvez pas combattre nativement avec. Vous ne pouvez pas finir à plus de 3 pouces, moins de 3 pouces d'un objectif. Non, vous pouvez finir, je veux dire, votre mouvement à plus de 3 pouces et vous ne pouvez pas finir votre mouvement sur un objectif. Donc, globalement, l'objectif rentrer dessus. On sait que l'objectif, c'est seulement le point central. La zone autour, c'est la zone de contrôle. Et vous ne pouvez pas finir sur un élément de décor non plus. Donc, vous n'avez pas de caractéristiques de mouvement. Globalement, vous pourriez être éligible à finir sur un terrain qui est instable, vu que vous n'avez pas de mouvement. Donc voilà, c'est pour éviter les situations un peu empiriques dans lesquelles vous mettez votre adversaire ou vous dans une condition dans laquelle ce dernier ne puisse pas répondre. En tout cas, intéressant pour pouvoir, on va dire, fermer des zones d'étranglement, repositionner votre arbre en condition, sachant que c'est à any movement phase, donc à votre tour et au tour adverse. Donc dans les mains d'un bon joueur, vous allez pouvoir profiter comme ça d'un maximum de vos bonus et influencer un peu voilà, le champ de bataille. Donc je trouve ça très intéressant. J'espère que c'est quelque chose qu'on pourra avoir aussi en Sylvanette un peu plus tard, ces arbres qui bougent. Ensuite, nous allons du coup récupérer cette mécanique de maladie. Donc, on savait qu'avec Nurgle, il y avait toujours eu ce délire-là. Donc là, on vous dit que once per turn, army, end of any turn. Donc, une seule unité va pouvoir être éligible à le faire. Si jamais vous avez le mot-clé Rodbringer et que votre unité a été détruite en combat, vous allez donc lancer un des 6 et sur 3+, donner le mot-clé maladie à l'unité en question. Donc attention, il faut bien mourir en combat. Si vous mourrez à la maladie ou au tir ou avec des capacités qui ne font pas partie de la zone de combat, ça ne fonctionnera pas. Mais en tout cas, c'est une occurrence avec les mortels de rendre malades les unités ennemies. Donc tout de suite, on se pose des questions. Quelles sont les unités mortelles que je vais vouloir utiliser pour rendre malade mon adversaire? Est-ce que j'ai des unités mortelles qui sont assez fragiles pour finalement aller infecter mon adversaire et potentiellement lui donner la maladie? Mais bon, là vous me dites c'est très bien, c'est sur du 3+, faut que mon unité meure. Mais si je veux rendre malade une unité sans mourir, du coup vous avez la deuxième occurrence, once per turn army, end of any turn. Donc vous comprenez que il va falloir réfléchir à quel moment vous allez appliquer une règle ou l'autre, sachant que les deux s'appliquent, pour pouvoir rendre malade un maximum d'unités, parce qu'en fait, vous avez la possibilité,
en fin de tour, donc en phase violette, de choisir l'un des effets suivants. Donc choisir une unité McGuffin of Nurgle, une unité ennemie qui est à 7 pouces, donc il faut vraiment être dans les 7 pouces de cette dernière, pour appliquer l'un des effets suivants. Si la cible est en combat avec une unité McGuffin of Nurgle, la cible récupère le mot maladie. Donc vous êtes en combat avec une unité Nurgle, en fin de tour, une unité sera malade. Très simple. L'intérêt avec la règle qu'on a vue en avant, c'est que si jamais en plus de ça, une de vos unités mortelles est morte, sur un 3+, vous pouviez rendre malade la cible. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si jamais vous choisissez une unité qui a déjà le mot-clé malade, vous allez pouvoir propager cet effet aux unités à 3 pouces de cette dernière, en combat range. Donc vous comprenez l'intérêt de rendre malade une première cible si vous êtes un peu paquet, et en V4 généralement c'est quelque chose qui est quand même très présent, parce que vous avez besoin que le héros soit à 3 pouces d'unité pour activer sa capacité et frapper derrière, ou alors être entièrement à 12 pour des bonus, donc vous pouvez facilement avoir des petits éléments comme ça qui soient regroupés et qui ont, on va dire, une importance à rester dans ces bulles-là. Et si jamais toutes les unités sur le champ de bataille sont malades, vous avez la capacité Mutate qui dit que vous allez leur infliger 1 point de dégâts à toutes les unités malades. D'accord ? Donc, on comprend qu'on rend malade quand on est engagé avec une unité. Si jamais on rend malade une unité qui est déjà malade, elle spread la maladie. Et si jamais on rend malade une unité qui est malade et que toutes les unités sont malades, tout le monde prend une blessure mortelle. Là, c'est dans l'occurrence où vous êtes en combat range. Donc dans les 3 pouces actuellement, ça peut changer selon les livres de règles. Si jamais vous n'êtes pas en 3 pouces, en combat, excusez-moi, vous pouvez du coup choisir une unité ennemie qui est à 7 pouces d'unité Nurgle, et cette fois-ci c'est sur un 4+, que vous allez rendre malade. Donc une occurrence, on va dire, un peu moins stable, on est d'accord, une chance sur 2 de le faire, cependant c'est à 7 pouces. Alors en effet 7 pouces c'est pas énorme, mais vous pouvez toujours, imaginons au tour 1, si vous êtes le jeu européen, faire courir une unité de Nurgling, quelque chose comme ça, ou peut-être une unité de mouche, être dans les 7 pouces de l'adversaire, votre adversaire n'a pas pu faire de redéploiement, ou n'a pas senti que c'était concrètement le bon moment pour le faire, ou ce dernier besoin de CPC, sur un 4+, commencez à rendre malade une unité. Donc on comprend que la maladie devient plus stable dans le sens où vous êtes engagé, vous rendez malade. Vous n'êtes pas engagé, vous avez la possibilité sur un 4+, de rendre malade. Quand une unité mortelle est détruite au combat, attention, sur un 3+, elle peut rendre malade. Donc ça nous fait 2 règles qui vont rendre malade les unités. Les unités malades, encore malades, vont transmettre la maladie en combat range. Et quand tout le monde est malade, ça fait une blessure mortelle. Donc c'est ce que je vous dis. On n'a pas l'impression que ça soit quelque chose qui est très violent, que c'est des petites blessures mortelles, mais globalement, ça fait des règles qu'il faut penser, c'est des dégâts, c'est des choses qui vont venir pimper un peu votre partie. Toujours en phase violette, donc en fin de tour, vous avez la règle Recall with Diseases, qui vous dit que vous allez pouvoir choisir une unité qui est malade, donc diseased, et lui infliger des 3 blessures mortelles. Donc la mécanique, vous comprenez, vous faites en sorte de rendre malade votre adversaire en étant encore à corps à 7 pouces, sur un 4+, ou en mourant. Quand une unité est malade, elle prend des 3 blessures mortelles, et vous allez pouvoir, pas unité, hein, c'est chaque unité qui va prendre des 3 blessures mortelles, donc vous allez pouvoir essayer de rendre malade un maximum d'unités pour infliger un maximum de D3, et si bien sûr tout le monde est malade, ça sera une blessure mortelle plus D3, donc ça commence à faire quand même pas mal de blessures mortelles. Je vous dis cela parce qu'en effet, vous n'avez plus la possibilité en V4 de renforcer 2 fois une unité, seulement une fois, donc le maximum de points de vie que vous avez mettre dans une unité est quand même limité, et donc c'est D3 plus D3 plus D3, à la fin de chaque tour, ça commence à gratter des points de vie. Ensuite, maintenant, vous avez 2 passifs qui vont venir apporter un peu le sel à ces règles de la maladie. Donc quand une unité ennemie qui a le mot-clé malade est morte, avant de retirer le dernier modèle, et ça c'est très important parce que dans certaines situations, cela peut vous donner un avantage ou un inconvénient. Donc avant de retirer le dernier modèle, vous allez choisir une unité ennemie à 9 pouces de ce dernier modèle et sur 3+, transférer la maladie à ce dernier. Donc quand vous êtes le joueur qui a l'unité malade, peut-être si vous avez votre pack qui est détruit en une fois, ou alors cette possibilité de subir des dégâts
au long terme, prenez bien vos mesures en vous mettant à plus de 9 et en retirant le dernier modèle au bon moment pour éviter que la propagation de la maladie se fasse. Cependant, si vous n'avez pas le choix, c'est sur un 3+, donc ce n'est pas fiable à 100%, heureusement on va dire, ou malheureusement, à vous de voir, mais vous allez pouvoir transférer cette maladie. Attention, il y a un autre passif qui s'applique, qui vous dit qu'à chaque fois que vous avez une ability, donc une capacité qui va vouloir heal ou slain, return slain, donc réanimer à la vie un modèle qui est malade, cette dernière ne va pas pouvoir appliquer cette capacité et à la place va perdre le mot-clé malade. Donc on pense tout de suite par exemple au Sylvaneth qui en fin de tour soigne de D3 les unités. Là, globalement, elles ne vont pas pouvoir soigner, elles vont pouvoir retirer ce mot-clé. Mais ça marche aussi avec les unités telles que les Soulblight, qui, en phase de héros, ont la possibilité de remonter des modèles. Là, ils ne vont pas pouvoir remonter leur modèle, ils vont juste retirer le mot-clé malade. Ça peut sembler anecdotique, mais finalement, c'est assez fort, parce que si vous utilisez un point de commandement pour faire un ralliement, vous savez qu'en moyenne, c'est 3 points de vie que vous allez réanimer, potentiellement plus. Donc finalement, vous allez bloquer 3 points de vie à un adversaire grâce à cette maladie. Si jamais c'est des PV que vous remontez avec des slain modèles, c'est pareil. Attention, toutes ces règles-là demandent quand même une certaine hygiène à table, et donc j'inviterai les joueurs Nurgle à bien mettre les tokens au bon moment, à bien expliquer cette règle-là, pour pas que l'adversaire ait le sentiment de se faire léser. Il a plusieurs capacités pour pouvoir soigner, entre le ralliement, des décors de faction, des prières de soins, des sorts de soins, et bien choisir quelle occurrence il va appliquer. Donc une règle, je trouve la maladie qui est très forte, qu'on va essayer d'appliquer un maximum, qui possède, je trouve, de manière intéressante des petites failles, le transfert de maladie à 9 pouces sur du 3+, le fait d'exploser sur du 3+, à 4 pouces à 7 pouces sur 4+, quand vous êtes dans cette range-là. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui est, on va dire, gratuit, vous n'avez pas la possibilité de transformer toute la table en maladie, mais d'un autre côté, c'est quand même une règle qui est assez forte pour gratter des points de vie. Donnez aussi avec vos arbres des wards à 5 aux mortels et du ralliement boosté globalement aux démons. Les démons, dont vous allez voir, ont tous une ward à 5, donc vous n'avez pas besoin de profiter de l'aura de Wally Within 12 de ces derniers. Alors, maintenant nous allons regarder les sous-factions. Donc nous avons 4 sous-factions comme tous les livres d'armée, il n'y a pas eu de modification à ce niveau-là. Pourquoi travailler plus? Du coup, la toute première, Plague Progenitor, qui est assez intéressante et qui va vous demander là aussi une certaine hygiène de jeu. Ça se fait au déploiement. Donc une fois que vous avez déployé vos unités, que vous êtes setup complètement, vous pouvez appliquer vos règles de déploiement. Et du coup, c'est à ce niveau-là que le joueur Nurgle va l'appliquer. Bien sûr, c'est avant de savoir qui commence. Vous allez du coup choisir une unité ennemie sur le champ de bataille pour qu'elle devienne Plague Progenitor. Attention, il va être important de le signifier à votre adversaire avec un token ou un marqueur parce que cette règle va rester jusqu'à la fin de la bataille, d'accord? Premier point important. Vous allez ensuite rouler 2d6. Si sur ces 2d6 vous arrivez à faire 6 naturellement, qui est assez compliqué, ou si le jet est égal ou supérieur à la caractéristique de point de vie de la cible choisie. Donc si vous avez un point de vie, c'est automatique. Si vous avez 2 points de vie, c'est automatique. Si vous lancez 2 des 3, c'est à partir de 3 points de vie que ça commence. C'est un peu plus compliqué, mais normalement ça se fait. 4 points de vie, c'est censé se faire. Plus que 4, ça devient un peu plus compliqué. Donc, à vous de voir, c'est situationnel par rapport à la cible que vous allez choisir. Est-ce que c'est une cible importante, une cible moins importante? Est-ce que c'est un héros? Tout va dépendre de votre adversaire. Pourquoi est-ce que vous faites ce jet? Si vous arrivez à faire ce jet donc qui est égal ou supérieur, l'unité devient malade. Même si vous ratez votre jet, d'accord, l'unité choisie a le mot-clé Plague Progenitor. Vous me dites à quoi ça sert? En fait, si jamais vous avez le mot-clé Plague Progenitor et que vous êtes malade, vous avez le keyword diseased, vous ne pouvez pas être choisi ni utiliser de caractéristiques qui vont heal ou ranimer à la vie des modèles pendant le premier battle round, donc le tour de jeu du premier joueur et de son adversaire. Vous avez 5 tours de jeu dans le jeu, donc le premier tour, pas de soins, pas de rallye, pas de capacités qui peuvent ranimer des modèles. Donc assez intéressant pour bloquer votre adversaire. Donc ça marche que dans la condition que vous avez choisi une unité et réussi votre jet, et ou, si vous n'avez pas réussi votre jet, rendu malade cette cible d'une manière quelle qu'elle soit.
Attention, le mot-clé reste jusqu'à la fin de la partie. Pourquoi? Parce qu'on va vous dire qu'à chaque fois que vous allez utiliser la capacité de spread the maladie. Donc on a compris tout à l'heure, le spread, il faut qu'une unité soit malade, qu'on la rechoisisse, et donc vous allez pouvoir spread à 3 pouces la maladie. Là, quand vous allez faire ça, vous allez infliger D3 blessures mortelles à toutes les unités qui sont en combat range de la Plague Progenitor. Donc potentiellement commencer à faire D3 blessures mortelles aux unités adjacentes. Donc si vous êtes au tour 1 que l'unité est malade et vous avez la capacité de lui retransférer la maladie pour X occurrences de règles, vous allez transférer cette maladie et en plus faire D3. Et on sait que les unités qui sont malades prennent D3, donc vous allez prendre 2 D3 blessures mortelles. Ce qui est assez fort. Attention, je rappelle que ce mot-clé reste jusqu'à la fin de la bataille. Donc même si au tour 1, vous n'avez pas la capacité ou la possibilité de soigner cette maladie, au tour 2, si vous soignez qu'un ralliement ou une occurrence de règle, si vous retombez malade dans la partie, vous restez quand même porteur du progenitor. Donc, vous allez pouvoir spread comme ça la maladie un peu plus tard et faire des blessures mortelles. Donc, n'hésitez pas, une fois de plus, à mettre des marqueurs, des tokens, bien identifier avec votre adversaire qui est ce porteur, parce que ça reste jusqu'à la fin de la partie. C'est une sous-faction qui, je pense, va être utilisée par beaucoup de joueurs parce qu'elle est très forte, d'infliger des blessures mortelles et même de pouvoir commencer à rendre malade dès le tour 1 des unités en faisant un 2d3 de geste sur une unité sélectionnée, donc qui est plutôt accessible. Ensuite, la deuxième sous-faction est un passif qui vous ajoutez 5 dossiers aux unités non-héros Rodbringer quand elles sont entièrement à 12 des unités Magotti, 9 Nurgle, démons. Donc si jamais vous avez le sentiment que vous avez besoin d'OC supplémentaires, vous avez la possibilité d'en récupérer 5 sous condition en étant entièrement à 12 d'un démon. Vous allez avoir, il y a beaucoup de règles qui trigger, on va dire, l'OC, le contrôle. Alors est-ce que sur le prochain manuel du général, c'est quelque chose qui va être un peu plus mis en avant ou on va rester dans cette occurrence de règles inutile? Je vous explique parce que c'est bien de contrôler un objectif avec un gros OC, mais s'il n'y a pas d'unité adverse que vous l'avez éclaté, globalement, même avec un OC de bis de 1, vous le conservez. Donc voilà. À voir, est-ce que ce gameplay donc résilient et qu'il souhaite recevoir a besoin d'un boost d'OC ou pas. En tout cas, vous avez cette règle-là qui est plutôt facile d'application. La suivante, c'est Denies of the Guardian, qui vous dit que les compagnons, donc compagnon, c'est un mot-clé qui est attribué souvent aux montures, à ces choses-là, qui empêche de bénéficier de n'importe quelle règle, va bénéficier de la règle Crit to Hit, donc la possibilité d'augmenter la létalité de ces unités-là. Je pense que c'est une sous-faction qui est intéressante, cependant qui demande une construction de liste particulière. Pourquoi? Parce que les seules unités qui ont vraiment bénéficié sont les mouches, qu'elles soient mortelles ou démons, et ces dernières ont 6 attaques tête. Donc donner crit to hit quand vous êtes 6 attaques tête est un gros bonus, stat ça fait un plus un touche. Donc qui se réfléchit. Si jamais vous n'avez pas de, on va dire 40%, 60% de votre armée en compagnon, c'est une règle qui a un peu moins d'intérêt, je pense. Ensuite, la dernière est toujours très intéressante. Elle vous dit qu'à chaque fois, vous allez faire un jet de course pour une unité non-monstre Magotti of Nurgle démon. Donc, ça sera sur les héros ou les unités standards. La cavalerie, ça marche aussi. Il faut juste pas être monstre. Ce jet est minimum un jet de 4. Donc intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, si vous êtes des Plague Bearers qui bougent de 4, vous savez que vous faites minimum 4 sur votre course, vous avez un jet de 8, c'est plutôt stable. Quand vous allez faire des retreats, des redéploiements, je veux dire, qui est conseillé comme un jet de course, vous savez que vous redéployez minimum de 4, donc c'est une occurrence de règle très stable, qui demande une construction de liste avec des démons pour faire des écrans, ou d'autres démons qui ont d'autres fonctions. Elle est bien. Globalement, entre les 4, je pense que tout dépend de votre construction de liste. Si vous n'avez pas beaucoup de démons, redéployer ou courir de 4 n'est pas intéressant. Si vous n'avez pas de crit tweet sur des monstres, c'est pas intéressant. Donc, je pense que Plague Progenitor est la plus stable et la plus, on va dire, passe-partout. Donc, la règle qu'on va utiliser le plus souvent. Ensuite, nous allons passer au trade co. Donc, 3 trade co comme dans tous les BT, rien de plus. On va pas aller plus loin, hein, ça va pas travailler chez Games. La première vous dit que, donc, en fin de n'importe quel tour, le porteur de ce trade co, s'il est en combat avec une unité qui est malade, vous allez soigner D3. Je ne sais pas si aujourd'hui vous avez besoin de ce petit soin de D3. Est-ce que vous avez une unité héros Magotti of Nurgle non unique qui est en capacité de vouloir close un maximum
Pourquoi? Bah, vous allez dire: «Oui, il faut être avec une unité malade», mais quand vous êtes engagé avec une unité Nurgle, vous devenez automatiquement malade, donc vous allez vous soigner de D3. Si vous êtes pas bête, vous faites dans le bon ordre et ça passe très bien. C'est une règle passe-partout qui est bonne, je ne sais pas si on en aura vraiment besoin en Nurgle. La deuxième est très très forte, pourquoi? Parce que c'est des règles qu'on retrouve dans d'autres index qui sont des once par game. Là, c'est any combat phase, donc n'importe phase de combat. Vous allez choisir le porteur et ensuite une unité non héros Magnetic of Nurgle qui est entièrement à 12 de ce dernier. Et sur un 3+, vous ajoutez 1 à la caractéristique des armes de mêlée pour le reste du tour. Donc il est vrai, dans d'autres index tels que les Zonitos Slanesh, c'est automatique, mais c'est qu'une seule fois par partie. Là, vous avez cette possibilité de le faire 10 fois techniquement dans une game. Alors c'est sur 3+, bien sûr, ça va ne pas sortir tout le temps, mais quand ça sort, plus une attaque pour les armes de mêlée d'unité entièrement à 12, c'est très très fort. Vous allez vite comprendre qu'en Nurgle, comme dans tous les livres d'armée, on va vouloir jouer en bulle. Et donc, si vous respectez bien vos bulles, on va voir que donc toutes les unités non héros Magnetic Nurgle vont pouvoir bénéficier de cette règle-là qui va démultiplier vos statistiques. Bien sûr, si vous avez 6 attaques, 4, 5, 6 attaques, une de plus, mathématiquement, ça fait beaucoup moins que si vous en avez qu'une seule, mais vous avez certains profils qui tapent bien fort et donc qui peut être intéressant. Attention, je rappelle que cette règle n'affecte pas bien sûr les armes compagnons. Et la dernière, qui est aussi très intéressante, mais qui va vous demander une construction de liste particulière, qui vous dit que le porteur de ce trait de co, à n'importe quelle phase de combat, va choisir une unité avec laquelle il est engagé, donc une combatte. Vous lancez un dé, votre adversaire aussi, donc un D6, parce qu'on joue qu'avec des D6 dans le jeu, je rappelle. Si vous gagnez ce jet, qui manque un peu de précision parce que si on fait un nul, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'imagine qu'on relance, mais c'est pas très clair. Vous allez pouvoir choisir et appliquer l'un des effets suivants. Vous avez 2 effets. Soit vous ignorez les positifs modificateurs de save roll pour la cible, donc votre adversaire ne pourra pas se donner de bonus, donc de défense en règle, et ou bénéficier des autres règles qu'il possède dans son armée en bonus de sauvegarde. Ou alors vous soustrayez 1 au jet de ward pour la cible. Donc globalement, si vous êtes contre une unité qui a beaucoup de sauvegarde ou qui peut se donner facilement de la sauvegarde, vous allez faire pas de modification sauvegarde. Si c'est une armée qui a beaucoup de ward, moins un ward, ça détruit beaucoup de statistiques. On passait quand de ward à 5 à ward à 6, ou de ward à 6 à pas de ward. Il y a beaucoup d'armées qui font la gueule. Donc globalement, c'est une bonne règle. Cependant, ça demande au porteur d'être engagé. Donc quelle unité Nurgle va pouvoir le porter, c'est plus compliqué. De gagner un jet de D6. Et puis en plus, comme je vous dis, c'est pas très clair. Qu'est-ce que c'est qu'un jet qui est plus haut que l'adversaire? Si vous faites un nul, il se passe quoi? On relance pas? J'imagine que ça ne fait strictement rien. Donc finalement, sur un nul, votre règle ne s'applique pas. Sur un jet perdu, votre règle ne s'applique pas. Donc, pour moi, je la trouve un peu défaillante, cette règle. Peut-être qu'elle manquerait un peu de saveur. Alors que le plus d'une attaque entièrement à 12, même si c'est sur un 3+, s'applique entièrement à 12. On ne vous demande pas d'être engagé ou quoi que ce soit. Il y a moins de conditions. Ou le soin qui est un peu plus facile. Dès que vous êtes engagé, vous soignez. Donc, à vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Alors maintenant, nous allons regarder du coup les artefacts de puissance. Vous en avez 3. Donc le premier, n'importe quelle phase de combat. On vous dit que si vous êtes en contact avec une unité qui a chargé ce tour-ci et en combat dans les 3 pouces, vous allez pouvoir sur un D3, sur un D6 sur un 3+, je veux dire, retirer 1 au damage caractéristique des armes de mêlée de la cible. Donc globalement, c'est extrêmement fort. C'est pour ça qu'on met ça sur un 3+ pour équilibrer. Règle très bonne. Cependant, ça va demander à votre unité porteuse de l'artefact d'être engagée à ce moment-là. Est-ce que c'est par une contre-charge ou parce que vous allez vous mettre en avant pour vous faire charger? Mais globalement, c'est une règle qui est très très puissante. Cependant, sur un adversaire qui a un peu de maîtrise du jeu, il va essayer d'éviter de vous impacter sur sa phase de charge et plutôt sur le mouvement de peeling, donc il dépasse la capacité de charge, la capacité de combat, on va dire engagée, ne pas être affecté par cette règle, mais une bonne règle si vous souhaitez protéger un GUO ou un personnage comme ça qui peut porter des artefacts. Ensuite, le deuxième artefact est très fort. On va vous demander de choisir un ennemi, héros ou monstre en combat avec le porteur, et vous allez retirer 1 pour le jet de sauvegarde pour la cible pour le reste du tour. Donc ce n'est pas jusqu'à la fin de la bataille. Mais ça reste une règle très puissante parce que vous savez que ce porteur, sur un héros ou un monstre, va pouvoir dégraisser la sauvegarde de l'unité.
Donc globalement, une très très bonne règle. Aujourd'hui, dans Age of Sigmar V4, vous avez au moins un héros ou un monstre qui est la colonne vertébrale des armées, un Be'lakor, un Archaon, je sais pas d'autres, est-ce qu'on peut, voilà, des Star Drake en Stormcast, Karazai, voilà, des cloches en Skaven. Donc vous allez pouvoir retirer un au jet de sauvegarde pour le reste du tour, c'est extrêmement fort. Entre celle qui met moins 1 dégât sur le 3+, et celle-ci, bah, ça va définir, je pense, votre construction de liste, ou peut-être en équipe, donner une occurrence supplémentaire, d'avoir des match-ups positifs. Et la dernière se fait, c'est une Wasp par Battle à n'importe quelle phase de héros. Vous allez choisir 3 unités ennemies à 18 du porteur de cet artefact, et retirer 5 dossés à ces dernières jusqu'au début de votre prochain tour. Donc globalement, je pense que c'est moins intéressant. C'est plus difficile en partie d'être à 18 des 3 cibles que vous souhaitez retirer de l'OC. Moins 5 de C, c'est une grosse valeur. Cependant, je pense qu'il est peut-être plus pertinent d'impacter votre adversaire. Alors maintenant, nous allons passer au sort. Donc 3 sorts là aussi. Un valeur 6, un valeur 7 et un valeur 6. Donc le sort illimité vous dit que vous allez choisir une unité Mag Activity of Nurgle entièrement à 12 et appliquer l'un des effets suivants, soit soigner de D3, soit moins 1 pour les jets de blessure jusqu'au début de votre prochaine phase. Donc ça ne change pas, c'était quelque chose que l'armée avait déjà, et ça reste très fort, pouvoir donner moins 1 bless à n'importe quelle unité, ou éventuellement de soigner de D3, c'est un sort illimité que tous vos sorciers vont pouvoir lancer. Le suivant, donc, il se lance sur du 7, donc c'est une grosse valeur, qui va vous demander de choisir une unité ennemie à 18 pouces, et vous allez lui appliquer le debuff suivant, divisé par 2 la caractéristique de mouvement de la cible, et si en plus cette dernière a une sauvegarde à 3+, qui est quand même très courant dans le jeu, moins 1 au jet de course et au jet de charge, donc un gros debuff sur des unités ennemies pour vous donner la possibilité de respirer. Vous bougez de 10, vous bougez de plus de 5, si en plus vous avez une save à 3, vous avez moins 1 course, moins 1 charge. Donc dans le jeu actuel, vous avez quand même pas mal d'unités qui peuvent avoir course et charge facilement, donc c'est un très bon sort qui se lance à 18. Ok, c'est sur du 7, mais vous allez voir, vous avez pas mal d'occurrences pour pouvoir gagner des petits bonus à gauche à droite. Donc un très bon sort à avoir sous la main. Et le dernier, qui est un très très bon sort aussi, on va vous demander de choisir une unité ennemie à 18, et jusqu'au début, pour the rest of the turn, donc heureusement que c'est pas jusqu'au début de la prochaine phase, l'unité en question n'aura pas la possibilité de recevoir d'ordre. Donc pas d'ordre, c'est pas d'enfoncement, pas de défense en règle, pas d'attaque en règle, pas de redéploiement, c'est extrêmement fort à 18 pouces sur un lancement de 6. C'est une capacité que beaucoup d'armées rêvent d'avoir. Quand vous luttez contre ça, c'est horrible. Heureusement que c'est jusqu'à la fin du tour et ça reste pas. Mais c'est très très fort, même en contre-sort, au tour adverse, sur du 7, ça se tente largement. Alors maintenant, le BT s'est même doté d'une page de prière, donc vous avez accès à des prières dans votre livre d'armée, donc très intéressant, une occurrence qui n'était disponible que dans Scourge of the Kiran, qui va sûrement disparaître d'ici quelques mois, donc c'est bien d'avoir ça comme outil. Alors la première est très très intéressante, elle se lance sur du 3, donc très facile à lancer, c'est très rare les prières à du 3, qui est en illimité, donc tous vos prêtres vont pouvoir la lancer. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que si vous réussissez à lancer, les unités ennemies qui sont engagées avec le chanteur, donc le récitateur de la prière, auront moins 1 pour blesser les unités. Donc vous avez une zone de 3 pouces autour de vous où vous donnez moins 1 bless aux unités qui sont engagées avec vous. Attention, ça ne précise pas de cibler le chanteur, donc globalement c'est juste un debuff de moins 1. Donc si vous avez une unité qui souhaite combattre en prêtre, c'est très bien d'avoir ce moins 1 que vous allez appliquer à tout le monde, en plus du sort de moins 1. Et on vous dit en plus de ça, si jamais la récitation est à 10, attention, vous allez rendre malade toutes les unités qui sont en combat au moment de la prière. Donc, une prière qu'on va sûrement vouloir stacker, envoyer le prêtre au bon moment à la bonne phase de héros ou phase de héros ennemi, payer son PC et faire ça pour rendre malade tout le monde et propager la maladie. Donc, première occurrence de règle, de pouvoir partager la maladie, en plus, spread the maladie, en plus des règles du core rule de l'armée. Donc, une occurrence assez intéressante, sinon juste le moins 1 bless, globalement sur du 3 est très bon. Ensuite, prière suivante qui se lance sur du 4, donc pareil, 4 accessible.
On vous dit choisir une unité ennemie à 18 pouces du chanteur. Jusqu'au début de votre prochain tour, l'unité en question a -2 sur son jet de charge. Donc on commence à avoir une règle qui est très puissante. C'est une prière, bien sûr, ça peut se rater. Mais -2 sur l'unité ennemie qui doit vous impacter, sur le fer de lance adversaire, c'est très fort parce que -2 plus un redéploiement, notamment si vous êtes dans une faction de redéploiement 4, ça fait des belles occurrences de mouvement. Et si jamais la prière est sur du 10+, vous allez retirer 1 au nombre de dés que votre unité va lancer. Donc au lieu de lancer 2d6, vous allez passer à 1d6, si c'est 3d6, à 2d6, pour un minimum de 1d6. Donc pareil, une prière qui va vouloir peut-être se charger pour pouvoir infliger cette malédiction qui est très très forte, parce que ça reste qu'au début de votre prochain tour, donc si votre adversaire prend un double tour, potentiellement, se retrouver sous cette occurrence-là qui le débuffe un maximum. Et la troisième, qui est un peu plus anecdotique, je pense, qui se passe sur du 4 aussi, qui va vous demander de choisir une unité Mad King of Nurgle non monstre, d'accord, donc toutes les unités sauf les monstres, entièrement à 12, et vous allez annuler le premier point de dégâts subi à chaque phase. Si jamais vous faites une prière à 10+, vous allez annuler vous allez choisir une deuxième unité, donc 2 unités ou une unité qui vont annuler. C'est très fort, c'est une règle qu'on connaît notamment quand ça s'appelle les nains du chaos, qui peuvent faire ça en bulle ou en luminette. Le petit défaut, c'est que là, ce n'est qu'une seule unité, donc je ne sais pas si vous allez vouloir stacker ou lancer cette prière pour faire ça, alors que les 2 autres prières ont besoin de stacker et sont très bonnes. Sans compter que vous avez aussi la possibilité d'aller chercher les prières donc, de Scourge of the Giran, à réfléchir. En tout cas, celle-ci, c'est un bon outil, mais peut-être en dessous des 2 autres. Alors, maintenant, nous allons passer aux unités. Donc, on va commencer avec les démons. On va commencer avec Festus. 14 PV, CV à 4, Ward à 5, Bouge de 5, OC de 5, Wizard 2. Donc, un beau bébé. Vous pouvez voir donc son profil de combat. 3 attaques, 3-3, -1 des 3, crit auto wound, anecdotique. 4 attaques, 4-2, -2, 3 en crit mortel, c'est du compagnon. Donc éventuellement, vous allez pouvoir aller chercher crit tweet avec la bonne sous-faction, ça vous perdre le crit mortel. Bon. Et moi qui est joueur sob, 4 attaques, 4-2, -2, 3. Même si ça paraît joli sur le papier, vous n'allez pas passer grand-chose. Donc ce n'est pas une unité que je vais conseiller comme combattante vis-à-vis de son profil. Ça peut se défendre, mais c'est pas non plus un fer de lance. Alors, reprenons. Donc, sorcier niveau 2, comme je vous disais. Il a un sort qui se lance sur du 6. Vous choisissez une unité ennemie à 18 pouces de ce dernier. Et si le sort passe, vous allez donner un Leech Point à l'unité. Jusqu'au début de votre prochain tour, à chaque fois que l'unité sélectionnée utilise une Core Ability, donc Core Ability, c'est tout ce qui est les mouvements, les attaques, les courses, les charges, voilà, tout ce qui est le corps au rôle du jeu. Sur 3+, vous allez lui faire une blessure mortelle. Et si jamais cette blessure n'est pas protégée par un sort, une capacité, une ward, vous allez soigner un Festus. Donc globalement, vous avez une occurrence de soigner Festus de petites règles sur une unité à 18 qui va utiliser beaucoup de core ability. Donc ça fait du cheap dégâts, c'est de la récursion, en plus de la maladie de Nurgle. Ça peut être une règle qui est assez pénible. 18, c'est une bonne portée, donc un sort qui est, je pense, ok, voire désastreux contre certaines armées. Ensuite, vous avez une autre capacité qui va peut-être justifier l'usage de ce héros, en plus vous êtes un sorcier niveau 2, qui vous dit que One Spartan Army, donc en n'importe quelle phase de combat, si cette unité n'a pas chargé ce tour-ci, vous allez pouvoir choisir une unité en combat éligible avec cette dernière, donc dans les 3 pouces. Vous et votre adversaire, vous allez lancer un D6 et ajouter l'OC, donc le control score, de votre unité. Donc Festus c'est 5, plus un D6, donc stat. Vous êtes censé battre votre adversaire avant que ce dernier ait un OC plus important que le vôtre. Mais si on parle d'un principe que c'est une unité qui a un OC de 1 ou de 2, vous avez déjà un +3, +4 de valeur sur votre G de dés. Si jamais vous gagnez, vous allez pouvoir appliquer l'un des effets suivants. Si l'unité est un héros ou un monstre, vous allez infliger des blessures mortelles par rapport à la caractéristique d'OC, la différence, je veux dire, entre le résultat que vous avez entre vous et votre adversaire. Donc si jamais vous avez, je sais pas, vous roulez bien, vous faites un 6 plus 5, vous faites 11, votre adversaire a un OC, c'est un héros de 2, il fait un 1, il fait 3, vous faites la différence en blessure mortelle. Intéressant, ça peut slime des petits héros, comme ça peut faire des dégâts sur des héros peut-être qui ont un peu plus de
je sais pas, un peu plus d'OC, c'est un petit peu de blessure, pourquoi pas. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est peut toujours être intéressant. Là où la règle, par contre, est beaucoup plus intéressante, c'est si l'unité est un non-héros, non-monstre. Donc globalement, tout ce qui n'est pas un héros est un monstre. Si vous battez votre adversaire, vous avez slain un modèle. Donc dans un pack de 10 Chosen, vous en tuez un. Globalement, c'est bien, ce n'est pas non plus exceptionnel. Par contre, dans des unités de 6 élites comme des Varangard ou alors des Raptadon Charger, des choses comme ça commence à être beaucoup plus pertinent. Mais là aussi, où et je pense il y a besoin d'une fac, c'est qu'il n'y a pas écrit le mot-clé War Machine. Donc globalement, si vos unités de Gloom arrivent avec 4 chariots, et vous en slainez un, bah vous slainez un chariot complet. Et ça peut commencer à poser des soucis, parce que bah globalement, le fait d'exclure les War Machines du jeu à ce niveau-là, je pense créer des petits glitches, des petits trous dans la raquette qui peuvent créer des situations assez frustrantes. Et ensuite, vous avez une petite règle qui se coule, qui va bien avec le War Scroll, qui vous dit que pour chaque ennemi unit en combat qui a été détruit ce tour-ci, vous gagnez D3 Leech Point, donc vous allez, pour chaque Leech Point, augmenter de 1 votre OC. Donc plus la partie va s'avancer, plus vous allez lancer vos sorts, plus vous allez augmenter votre OC, faciliter la capacité de tuer ou de mettre des blessures mortelles sur vos adversaires. Est-ce que cette capacité n'est pas un peu trop lente? Je ne sais pas, il va falloir voir en tout cas comment Games va fac le trou dans la raquette, quel est le coût en point de cette unité. Vous avez quand même un body qui est assez sympa, 14 points de vie, save à 4, ward à 5. Vous savez qu'à côté des arbres, vous facilitez le ralliement. Cependant, voilà, c'est un sorcier de niveau 2 avec un sort qui est OK, une capacité qui, quand vous faites charger, qui est OK, mais une fois de plus, si votre adversaire vous engage sur son mouvement de peeling, c'est trop tard. Donc voilà, pour moi, en tout cas, Festus aujourd'hui me semble un petit peu gadget. Je ne sais pas comment on va construire autour, à voir avec les coups en point surtout. Ensuite, nous allons passer à Roticus, donc c'est le GUO nommé, 22 points de vie, save à 4, bouge de 6, 10 d'OC, donc c'est un beau bébé, et ward à 5. Au close, nous avons sac attaque 3-2, moins 1-3, donc je suis impressionné par la capacité de combat de ces unités. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va être copié-collé à l'avenir sur les gros héros, mais nous avons quand même un héros qui touche à 3, qui blesse à 2, donc mieux que des Son of Behemoth, des choses comme ça, en moins 1-3, et pour l'autre caractéristique, 4 attaques en 3-2, moins 2-2, donc finalement, ça cogne quand même sévère pour ce genre de pièce, avec 10 d'OC. Vous êtes aussi dessus, monstre, wizard niveau 2, war master, donc un beau bébé. Alors, pour commencer, nous avons du coup un sort qui sont sur du 8, donc 8 c'est une grosse valeur, mais vous allez voir, il est assez récent. Vous allez prendre tous les unités ennemies à 18 pouces de Rotigus et autant d'unités Mad of King of Nurgle à 18. Donc, globalement, c'est pas très compliqué. Vous lancez votre sort, si ce dernier passe, vous faites une blessure mortelle à tous vos adversaires et vous soignez de 1 toutes les unités alliées que vous avez pu sélectionner sur la même occurrence. Et jusqu'au début de votre prochain tour, toutes les unités ennemies qui restent dans les 18 pouces de ce dernier ne peuvent pas être soignés ni utiliser de capacité pour remonter des modèles à la vie. Donc globalement, on comprend tout de suite l'intérêt de ce personnage. Est-ce qu'il est auto-inclus par rapport à la version Scourge of the Giran? Je ne sais pas, parce qu'elle est extrêmement forte, mais je le trouve très pertinent. Pourquoi? Parce que lui, il a un gros cul. Ça va être un soc de 130, je pense. Ce qui veut dire qu'ajouter 18 pouces à cela, ça empêche vos adversaires de vous soigner, de vous rallier. Du coup, ça leur empêche de soigner la maladie. Donc ça combat très très bien avec ce que veut faire l'armée, vous rendre malade. Et bon, une blessure mortelle, c'est toujours qui se coule, mais bon, on prend. Associé à d'autres formes de blessures mortelles, ça commence à être pas mal. Donc une très très bonne occurrence de règles qui peuvent mettre certaines armées vraiment dans des situations très compliquées. Vous avez en plus de ceci un passif qui vous dit que vous ajoutez 1 au casting roll pour les unités Mag of King of Nurgle entièrement à 12 de ce dernier. Lui étant Mag of King of Nurgle, il se donne ce buff aussi. Donc ce sort qui est sur du 8 passe tout de suite sur du 7, ce qui est tout de suite plus facile. Et du coup, comme je vous disais, par rapport au sort que nous avons pu voir avant, le fait d'avoir Rotigus dans votre armée va vous faciliter le lancement des sorts. Donc un personnage qui n'a que des caractéristiques positives pour le moment. Et ensuite, il a une rampette qui est archi naze. Donc, en phase de charge, si vous avez chargé, vous roulez un dé sur 3+, vous avez la possibilité de choisir une unité ennemie à 1 pouce de cette dernière. Vous lancez autant de dés qu'il y a de modèles, et sur 5+, c'est une blessure mortelle.
Globalement, il faut faire un 3+, et après les 5+, bon, c'est de pire en pire chez Games. Les cons sont sortis, mais bon, en tout cas, si vous sortez outre cette possibilité de mettre des blessures mortelles sous condition, le personnage, selon son coup en point, est quand même très très puissant. Ensuite, nous passons au GUO générique, donc body similaire, 20 points de vie seulement, save à 4, ward à 5, 5 d'OC. Donc on a moins d'OC, moins de points de vie. On combat globalement moins bien parce qu'on a moins de profil d'attaque. Par contre, on récupère un profil de tir qui est intéressant à 7 pouces, des 3+3, 3-2, moins de 2. Ça peut vraiment ne pas faire rire. Sorcier niveau 2, ward à 5 aussi. Sort qui se lance sur du 7. Un ennemi à 12 pouces de ce dernier. Et vous le rendez tout simplement malade. Donc, qu'est-ce qu'on veut de mieux? On veut rendre les gens malades. Et ben on a une occurrence pour rendre malade. Vous allez pouvoir le faire à votre tour, au tour adverse. Est-ce qu'on a envie de jouer un GUO et Rotigus pour augmenter le plus un cast et ce spell-là, je ne sais pas, ça risque de faire beaucoup de points, mais en tout cas, juste ça, le GUO se défend très bien face à Rotigus. Un sort exceptionnel. Ensuite, il a conservé son rampage un peu naze, ou s'il est, il est endommagé, Rotigus, vous prenez 3 ennemis en combat sur 3+, vous faites des 3 blessures mortelles sur un 2+, bon. Le chip des 3 blessures mortelles, bon, pourquoi pas, ça fait toujours des blagues. Ça peut tuer quelques unités, ok tiers, voilà, mais le sort juste en lui-même est exceptionnel. Et qu'est-ce qui fait que le JO va devenir encore, je pense, une unité encore plus plébiscitée, c'est qu'il récupère le Locus, donc un peu à l'instar de Slanesh ou du Slan. Pour un point de commandement, vous pouvez choisir unité McAfee of Nurgle démon qui a commencé avec 3 modèles ou plus, donc ça ne sera pas des Beasts, les Beasts of Nurgle, je veux dire. Pour être la cible, et vous allez pouvoir setup un remplacement d'une unit à la moitié de sa caractéristique, entièrement assis de cette unité, à plus de 9 des ennemis, ou entièrement assise d'un arbre. Et là, c'est une occurrence que je trouve très très forte, parce qu'en fait, vous avez vu, vous avez la capacité de faire pop des arbres sous condition, donc vous allez pouvoir potentiellement envoyer une unité, aller au casse-pipe, donner la maladie, elle meurt, tour après, vous payez votre PC à votre phase de mouvement à loup, et vous les ramenez sur un objectif pour défendre un objectif avec un arbre. Globalement, un personnage, je ne sais pas le coup en point de ces derniers, mais qui est très polyvalent parce qu'à 12 pouces, vous mettez des maladies. Peut-être que l'usage des portails pour augmenter la portée de ces derniers va être pertinent, je ne sais pas, parce que vous n'avez pas de sort persistant Nurgle. Et le point de commandement pour ramener des unités, les unités de démons comparées à Slanesh qui sont éclatées au sol, ce Nurgle sont très intéressants. Donc, deux très bonnes règles. Ensuite, nous allons avoir le Spoil Pox. 5 points de vie, CV5, ward à 5, c'est un démon. Donc ça, globalement, ça n'a pas changé. Lui, il est là pour buffer donc, les Plague Bearers. Donc en phase de héros, vous allez pouvoir, il n'y en a qu'un seul qui peut le faire, One Spartan Army, lancer un dé, prendre l'unité de Plague Bearer entièrement à 12, sur 2+, appliquer l'un des effets suivants. Donc on est sur 2+, c'est très stable, on est content. Plus 1 au jet de blessure, ou 5 d'OC. C'est un peu compliqué, 5 d'OC, c'est cool, plus 1 jet de blessure, c'est cool, mais les Plague Bearers n'ayant aucune attaque et que c'est pas des fers de lance, globalement, ce n'est pas une règle qui est exceptionnelle, sauf qu'on n'oublie pas qu'avec le bon artefact, sur 3+, on peut rajouter plus une attaque. Donc ça peut se réfléchir. Et il a une capacité en phase de combat, vous voyez qu'il a des 6 attaques en 2-4 sans rien dégâts 1. Si jamais vous avez blessé un monstre avec votre capacité de tir, ce dernier ne pourra pas utiliser de Rampage Ability, bon... C'est vraiment anecdotique, 7 pouces, D6, 2-4, sans reine. Pourquoi pas, c'est une occurrence de règle, mais on ne va pas baser sur ça, ce n'est pas fiable. Ensuite, vous avez le Slow Pity, qui lui est toujours très intéressant, qui on ne sait pas pourquoi, il a 3 attaques, 4, 3 reine, moins 1 dégâts 2. Illogique. Donc le Slow Pity, vous allez choisir, et là on arrive dans une occurrence de règle que je trouve très intéressante, et j'espère qu'on va peut-être l'avoir de plus en plus, qui vous dit de choisir une unité Mag of King of Nurgle entièrement à 12 démons de ce dernier, et vous allez rouler un dé. Si le jet est égal ou supérieur à l'OC de l'unité, vous allez appliquer le bonus suivant, plus de charge et plus de course. Donc plus de course et plus de charge qu'au début du prochain tour, c'est très bon, notamment pour les contre-charges. Donc c'est une capacité qui s'applique sous condition très facilement. Et si jamais vous choisissez une unité ennemie, et que vous faites la même occurrence de règle, et que vous égalez ou battez l'OC de cette dernière prendra des 3 blessures mortelles à chaque fois qu'elle finira un mouvement plus loin qu'elle a commencé avec le Slow Pity. Donc ça, globalement, c'est assez facile à tricher autour parce que vous prenez vos mesures et ça vous empêche pas de bouger. Est-ce que vous pouvez faire votre mouvement et commencer à 12 et finir à
11,9. Ou alors, si vous êtes téléporté et repositionné plus tard. Donc ça, par contre, il y a des armées, ça peut les faire chier, notamment certaines unités qui basent sur le setup. Donc, est-ce que c'est très très bon? Le plus de courses, plus de charges, c'est exceptionnel. Est-ce que le coup au point de ce dernier justifiera son usage? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une règle qui est plutôt bien, qui est basée sur un jet de dés qui est assez stable pour en profiter. Alors ensuite, nous avons le Poxbringer. Donc pareil, un profil de combat anecdotique, 3 attaques 4-3, moins 1-2, crit mortel. Vous pouvez gratter un peu de dégâts de temps en temps. Et lui, il est sorcier de niveau 1. Donc ça, c'est assez intéressant pour le noter par rapport au sort que nous avons pu voir. Qu'est-ce qu'il peut faire? Et bien en fait, quand il va combattre, il va faire combattre une unité de Plague Bearer juste après lui et lui rajouter 1 à sa caractéristique d'attaque. Donc s'il est porteur par exemple de l'artefact qui donne plus une attaque en bulle, bah, vous allez pouvoir passer à plus 3 attaques, plus 2 attaques, donc 3 attaques sur vos Plague Bearer qui ont toujours le crit mortel. Donc ça peut faire des petites blagues sur des packs de 10, comme ça, 61 attaques. Pourquoi pas? Une fois de plus, c'est un petit peu gadget parce que ça va vous demander de mettre en place le héros, de mettre en place les Plague Bearers, de réussir vos buffs, ça bouge de 4. En contre-charge, si ça se fait tuer, bon, voilà, vous avez compris le délire, mais en tout cas, c'est une occurrence de règle qui est intéressante pour buffer l'unité en question. Nous avons du coup les Plague Bearers, donc 2 points de vie, save à 6, ward à 5, bouge de 4, donc comme je vous disais, 4-3, 100 dégâts, crit mortel. Donc avec l'occurrence d'attaque supplémentaire, cette unité peut faire des blagues. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont la règle de retirer un objet de touche pour les attaques qui les ciblent quand ils contestent un objectif que vous contrôlez. Donc, une règle qui est beaucoup plus forte que celle qu'elles avaient avant de -1 au tir, parce que là, c'est -1 en permanence. Ça vous demande de contester un objectif que vous contrôlez. Pour contester, il suffit d'avoir un peloton dessus, donc pas d'être entièrement dessus. Donc une unité défensive qui est quand même très très bonne. On sait que vous les ralliez plus facilement autour des arbres, et en plus de ça, avec le JO, vous allez pouvoir faire un repop autour du JO ou autour des arbres. Donc une unité très très intéressante, j'ai hâte de voir le coup en point. Si le coup est abordable, je pense qu'on va en voir beaucoup sur table. Ensuite, nous avons le profil des Nurglings. Alors les Nurglings, je pense que c'est une unité qui va être exceptionnelle, je ne sais pas le coup en point de cette dernière. 4 points de vie par tête, ça joue entre 3 et 6 modèles. Save à 6, ward à 5, 5 attaques, 5-5 sans un dégât, crit auto-wound, donc ça peut quand même faire des blagues. Et cette unité a le mot-clé Beast, donc elle ne compte que pour 1 sur les objectifs. Cependant, qu'est-ce qui va la rendre très intéressante? C'est le mot-clé Unless Swarm qui vous dit qu'en la end of any turn, une fois par, mais seulement heureusement, si cette unité a été détruite, elle peut utiliser cette ability qui lui permet de la set-up une remplacement unité entièrement à 6 peut être remplacée entièrement à 6 et à plus de 9 des unités ennemies autour des arbres de Nurgle. Et donc là, il n'y a pas écrit que c'est en demi-effectif. Donc les Nurglings vont, je pense, cette unité très très chiante parce que vous allez pouvoir les envoyer globalement dans la tête de l'adversaire, les faire être engagés, mourir, transmettre la maladie, et vont se réinvoquer autour des arbres, donc vont pouvoir se repositionner, revenir au tour adverse, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai le sentiment que c'est une règle qui est très intéressante. Attention, une unité de remplacement ne peut pas être remplacée elle-même, donc vous ne pourrez pas la réanimer avec le JO, ni ne pourra pas se réanimer à l'infini non plus, mais globalement, c'est une occurrence pour avoir 3 ou 6 modèles qui vont pouvoir revenir à la vie une fois de plus complètement, donc sur le coup en point, une unité très très bonne. Ensuite, nous allons regarder Articulus, donc 8 PV, CA 4 ward à 5, au close 3 attaques, 3-3-1-2, la monture 4-3-1-D3, c'est une unité cavalerie avec une ward à 5. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que si jamais il n'y a qu'un seul arbre sur le champ de bataille, vous allez pouvoir set-up à votre phase de mouvement un arbre supplémentaire entièrement à 12 de lui-même, et à plus de 3 des ennemis, objectifs et au terrain de feature. Donc la possibilité d'avoir un deuxième arbre, donc donner une ward à 5 plus facilement, du setup plus facilement, la possibilité de bouger plus facilement, du repop de Nurgling plus facilement, et ainsi de suite. Ainsi de suite, donc globalement une très très bonne règle. Il a toujours la capacité de choisir une unité de Beast of Nurgle qui a été détruite sur un 3+, la remplacer à la vie. Donc ça, c'est exceptionnel. On aime bien jouer une ou deux bêtes avec lui, en plus de l'usage des arbres. Donc je ne sais pas quel va être le coup en point de ce dernier,
mais en tout cas, s'il est similaire à celui-là actuel, nous allons en voir, ça c'est sûr. Et en plus de ça, il se paye la règle au end of your turn, donc vous allez pouvoir choisir à la fin de votre tour un arbre pour être la cible, la retirer du champ de bataille, la setup entièrement à 12 de lui-même, il y a plus de 3 d'unités ennemies. Donc globalement, l'effet qui se coule de vous avancez, vous courez, vous faites tomber votre arbre à 12, et à la fin du tour, de votre tour, vous allez pouvoir retirer cet arbre et le repositionner, ce qui a pu vous faire des tricks de mouvement, donner des wards temporaires pour un combat, le repositionner pour plus tard, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je trouve que le personnage fit très très bien avec l'armée. J'espère que son coup en points sera, on va dire, en adéquation avec ce que l'armée doit faire et pas se retrouver avec des coups en points trop importants qui vont dégraisser la capacité de l'armée à jouer. Et la Beast of Nurgle, 8 PV, save à 5, bouge de 7, ward à 5, 5 attaques 4-3, moins 1 des 3, compagnon, Beast, donc on n'a qu'un seul de C, et elle a toujours conservé cette capacité en phase de charge de pouvoir effectuer des charges sur l'unité la plus proche à n'importe quelle phase de charge, donc globalement c'est très fort, vous allez pouvoir continuer à faire ce que vous faisiez avec vos bêtes, toujours les ramener à la vie avec Horticulus. Donc une très bonne unité. Quand on est engagé avec une Nurgle, vous allez rendre malade les gens, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc je pense qu'on va continuer à avoir une ou deux bêtes dans chaque liste. Ensuite, nous allons regarder les Plague Drones. Donc ça, ce sont les unités de démons sur les mouches démons. Donc bouche de 8, 5 points de vie tête, save à 5, ward à 5, 2 dossés. Le mec dessus, donc 2 attaques 4-3 sans reine dégâts, un crit mortal. Et les mouches, du coup 6 attaques 4-3 sans reine dégâts 1. Donc là, vous avez la possibilité de mettre ton crit to hit. C'est un pack de 3 ou de 6, donc ça commence à faire quand même pas mal de mouches au close. Vous avez une range de 2 pour la cohésion, normal avec les ailes, c'est la purge. Et on vous dit que cette unité peut utiliser une charge ability après avoir utilisé une retraite ability sans prendre de blessures mortelles. Donc une unité, je pense, dans certaines constructions de liste, va vouloir s'écraser sur l'adversaire, donner de la maladie, retreat, aller ailleurs, redonner de la maladie, peut-être revenir à la vie avec un GUO autour d'un arbre. Voilà, quelque chose qui a quand même 30 points de vie si c'est renforcé, donc c'est pas facile à sortir avec une ward à 5. Cette occurrence de ralliement qui peut être aussi facilitée, donc est-ce qu'on aura besoin de la sous-faction ou pas? Peut-être que si on joue un swarm de mouches trop résistantes avec le crit to hit, ça peut être pertinent. Chez les démons, maintenant, nous allons avoir Kankborn. Donc là, c'est les nouveaux de la boîte Darkwater. J'espère que Darkwater sortira facilement en unité séparée. Sinon, tous les joueurs qui n'ont pas pu s'en préoccuper, oula, en récupérer, voilà, j'ai un peu de mal ce soir, peuvent être un peu déçus. Donc ce personnage a 6 points de vie, save à 5, ward à 5, 4 attaques, 3-3, moins 1-3, crit mortel. Donc c'est un personnage qui tape bien, heureusement qu'il n'a pas trop d'attaques. C'est deux personnages en plus, je vous dis une bêtise, un peu comme Kay Sentinel, c'est les deux là. Donc ça vous fait quand même 8 attaques 3-3 moins 1-3 pour 12 PV. Vous avez la même règle que Kay Sentinel qui vous dit que si jamais vous devez être slain, si vous avez le mot-clé héros par exemple l'épée d'Archaron, il n'y en a qu'un seul des deux qui est slain. Ça évite de perdre les deux sur cette occurrence de règle. En phase de mouvement, vous allez pouvoir du coup téléporter cette unité à plus de 9 des unités adverses et entièrement à 3 de certaines occurrences. Donc la première occurrence, c'est les tokens Pestilent polluants ou la règle polluée, c'est un autre War Scroll qu'on verra après, ou un objectif que vous contrôlez. Donc finalement une unité qui peut avoir du mouvement, qui peut être pertinente de projeter pour aller chercher une tactique de bataille, un objectif, et qui peut revenir sur un objectif que vous contrôlez. Donc le mouvement on prend, donc une occurrence d'une règle que Nurgle n'avait pas, toujours intéressante. Et enfin, n'importe quel tour, vous allez pouvoir utiliser un des deux tokens qui vous accompagnent pour rendre pollué, on va dire, un élément de terrain ou un objectif à 12 pouces de ces derniers. Attention, si jamais vous voulez rendre un autre, il faut enlever un token, et ainsi de suite. Attention, c'est intéressant, c'est à la fin de n'importe quel tour, donc si jamais vous êtes le deuxième joueur et vous êtes à 12 pouces d'un élément de décor, vous allez pouvoir polluer ce décor, phase de mouvement, vous bougez de 4, vous téléportez entièrement à 3 de ce décor, et polluer éventuellement un objectif pour au tour d'après vous téléporter, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc assez intéressant, vous allez voir, ce terme de pollution va vous trigger plusieurs règles avec les petits personnages de Darkwater, c'est assez intéressant. Ensuite, nous avons un autre personnage de Darkwater, donc Grustropspoum, 7 PV, save à 4, ward à 6, 5 attaques, 3, 2, moins 2,
-1/-2, anti-héros crit mortel. Il a la capacité, s'il lead un régiment, de choisir une unité avec ce dernier, de les mettre en frappe en profondeur, et en votre phase de mouvement, d'arriver entièrement à 7 sur un champ, un bord, un battlefield edge, donc un bord du terrain, et à plus de 9 de vos unités ennemies. Et vous devez setup entièrement à 7 l'unité du régiment et à plus de 9. Donc globalement, vous pouvez le faire arriver lui, faire sortir votre unité entièrement à 7 de ce dernier, toujours à plus de 9. Mais vous pouvez gratter des pouces un petit peu selon la configuration du terrain. Donc intéressant pour de la frappe en profondeur, peut-être avec certaines unités, peut-être des Nurglings. À voir en tout cas, selon les mots-clés qu'il peut prendre. Et s'il est en combat avec un héros ennemi en phase de combat sur 3+, il peut le mettre Strike Last. Bon, je sais pas si ce héros est ultra pertinent en Nurgle, en tout cas il apporte des règles intéressantes de frappe en profondeur qui peuvent manquer sur certains scénarios ou certaines battles tactiques. Ensuite nous avons Gelskus Pod, donc le prince of the sport, 8 PV, save à 3, ward à 5, donc là on a un beau body, bien tanky, 7 attaques, 3-3, -1-3 en crit auto-wound, donc un personnage qui ne fait pas rire pour un héros à pied, un beau profil, qui en plus vole, parce qu'il a le mot-clé fly, c'est très important. Donc lui, il a l'occurrence, une fois par bataille, à votre phase de héros, de choisir un élément de terrain à 6 pouces de ce dernier pour lui donner le mot-clé polluer. Donc à bien utiliser au bon moment. Qu'est-ce que ça fait polluer? Quand une unité King of Nurgle va utiliser une capacité qui soigne et que vous êtes à 6 pouces de ce terrain, entièrement à 6 de ce terrain, je veux dire, vous allez ajouter 1 au nombre de points de vie que vous allez soigner. Donc globalement, si vous faites un ralliement, vous allez fiabiliser le ralliement. Si vous faites des occurrences de soins, genre le D3 points de vie du trait de co, vous avez D3 plus 1, donc assez intéressant en défensif sur un élément de terrain qui est proche, que vous contrôlez, que vous avez besoin de tenir. Si jamais c'est une unité ennemie qui fait une occurrence de soin qui est à 6 pouces de ce dernier, c'est -1 pour le jet de soin. Donc, si vous faites un ralliement, D3 -1 ou genre d'occurrence, ça peut vite dégénérer. Donc, c'est une règle qui semble pas overbroken, qui n'a pas besoin d'être là dans toutes les listes, mais qui peut apporter, sous certaines configurations, un petit bonus à l'armée. Si jamais vous chargez avec cette unité sur 2+, en phase de charge, sur un D3, vous faites des blessures mortelles, anecdotiques. Et vous avez une règle qui est beaucoup plus intéressante, qui est en phase de combat. Prenez une unité ennemie avec laquelle vous êtes engagé, vous lancez un dé pour la cible. C'est pas une unité, c'est toutes les unités engagées, donc c'est un peu plus pertinent même. Vous roulez un dé pour chaque cible. Si le jet est égal ou supérieur à l'OC de l'adversaire, vous lui mettez soit -1 touche, soit -1 wound pour les combats d'attaque. Donc globalement, selon l'armée que vous utilisez, si ça touche à 4, ça touchera à 5, ça blesse à 4, ça blessera à 5. Battre l'OC de l'adversaire aujourd'hui, c'est pas trop compliqué, c'est plus équilibré parce que sur les petites unités ça se fait facilement, sur les grosses unités c'est plus difficile, mais ça peut se faire. Je trouve que ce personnage a globalement un kit qui est assez complet par lui-même, à voir attention le coup en point qu'il va développer. Ensuite nous allons passer à Glod King. Donc Glod King, nous avons maintenant 24 points de vie, save à 4, ward à 6, attention il bénéficiera d'une ward à 5 quand il est entièrement à 12, des armes. 10 d'OC, donc c'est un beau bébé. Au corps à corps, nous avons quand même aucun profil qui est compagnon, donc c'est exceptionnel. 4 attaques, 3-2, -2, 5. Ça tape aussi fort qu'un sob, mais beaucoup mieux que le sob, c'est 4-2. Donc là, vous êtes en 3-2, c'est très très bien. Ensuite, 3 attaques, 3-2, -2, 3. Pareil, ça tape mieux qu'un sob. Et pour la faux, 4 attaques, 3-3, -1, 3. Donc c'est une unité qui a quand même un profil qui est très très bon, avec beaucoup de dégâts 3, beaucoup de reine -2. Donc je ne sais pas le point de ce personnage, mais en tout cas, ça me le sévère. Sorcier de niveau 1, qui est un sort qui se lance sur du 6. Vous allez choisir unité ennemie à 12 pouces de ce dernier. Vous allez lancer autant de dés que de caractéristiques de points de vie de la cible. Et sur chaque plus, c'est une blessure mortelle, jusqu'à un maximum de 7, heureusement. Sinon, ça peut vite spike et laver des gros héros qui ne mériteraient pas de se faire défoncer comme ça. Et si jamais vous arrivez à faire ça, si un dégât, n'importe lequel, est affligé à l'adversaire, ce dernier prend le mot-clé malade. Donc un sort qui se lance sur du 6 à 12, qui fait des blessures mortelles et en plus qui rend malade. Je trouve que c'est un sort très très bon qui va compléter le panel de l'armée pour rendre malade les gens. Il va vraiment falloir faire des choix en héros sur qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut plus d'héros défensifs, offensifs, mais de la maladie, moins de maladie. En tout cas, c'est très intéressant parce qu'il rentre un peu en miroir du GEO qui lui aussi rend malade à 12 pouces sur les 6. Il possède aussi un passif qui est exceptionnel qui met -5 d'OC aux unités engagées avec lui. Donc lui, vu qu'il a 10, il va gagner tous les combats d'OC, même contre les sobs.
Donc un très très bon passif. Il a une capacité avec sa tentacule qui est un peu anecdotique en phase de combat. Si vous êtes contre un héros ou un monstre sur 4+, cette dernière ne peut pas bouger, ne peut pas être retirée du champ de bataille. Pour le reste du tour, donc normalement quand vous êtes en phase de combat, à part certaines règles, par exemple des Skaven qui peuvent faire des capacités de mouvement, c'est assez rare. Cependant, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que vous ajoutez un au jet de touche. Si vous ciblez cet adversaire, donc vu votre profil touche à 3, bah, vous allez sur un 4+, facilement toucher à 2+. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous avez quand même un très bon profil qui peut accepter le attaque en règle. Et il a toujours son rampage qui est très très puissant, qui vous dit que si jamais vous faites une contre-charge avec ce personnage, vous allez pouvoir choisir 2 unités Madofkin of Nurgle entièrement à 12 de lui, effectuer votre contre-charge avec votre unité, donc avec le Glot King. Si jamais ce dernier réussit sa contre-charge, vous allez pouvoir sélectionner les 2 unités, donc qui ne sont plus entièrement à 12, on n'a plus besoin de ça, pour effectuer elle-même une contre-charge dans l'ordre que vous souhaitez sans dépenser de points de commandement. Donc très très bon. Bien sûr, votre adversaire va pouvoir jouer autour, charger votre Glot King pour éviter de lui faire une contre-charge parce qu'il faut que ce dernier soit éligible à faire la contre-charge pour pouvoir appliquer sa règle. Mais en tout cas, sous certaines conditions, si vous arrivez à mener un setup pour pouvoir charger un L-Spell ou qu'il y a un trou dans le dispositif ou autre, une règle qui est très très forte, parce que finalement pour 2 PC, vous pouvez faire charger 3 unités, donc 6 PC. Il faudra voir le coup en point, le body est bon, les règles sont bonnes. Je ne sais pas si ce personnage va être plus préféré qu'un Géo qui lui peut être customisé et met de la maladie, mais en tout cas un très beau body, et surtout il semble cogner très fort. Ensuite, nous avons Blob, 14 PV, Seva 4, Ward 6 sur la 5 à côté, bien sûr, d'un arbre. Il a 7 attaques de tir, 2-4, moins 1 D3, compagnon. Donc, qui peut bénéficier du crit tweet, bien sûr, si jamais on a la bonne sous-faction. Au corps à corps, 3 attaques, 3-3, moins 1-2, moins 2 sur les héros. Et donc, les bestioles qui ont 5 attaques, 4-2, moins 2-3, classique monstre de combat. Vous allez avoir du coup un sort qui vous dit que vous choisissez une unité ennemie à 12 pouces, et un peu comme le sort de Be'lakor, l'unité en question n'aura plus de capacité d'armes, donc les crit to hit, les blessures mortelles, les plus 1 dégâts en charge, toutes ces choses-là. Be'lakor lui met en plus un moins 1 touche, mais là, globalement, ça reste un bon sort. C'est A12. Ah non, en plus, je me trompe, c'est vous choisissez une unité alliée entièrement à 12, et cette dernière ne peut pas être la cible d'armes. Donc c'est techniquement même meilleur parce que vous allez pouvoir buffer une unité qui va pouvoir partir au casse-pipe et empêcher les capacités des armes des adversaires. Donc c'est encore meilleur que ce que je pensais. Un très très bon sort sur du 6. Si jamais vous avez le GO nommé, ça sera sur du 5. Est-ce que ce personnage pareil se justifiera par rapport à son coup en point? Il faut voir, mais ça reste un bon sorcier. À mon avis. Et en plus de ça, il a un rampage en phase de combat si vous choisissez une unité monstre, et sur 3+, moins 1 sur les attaques des armes de mêlée pour ce dernier, donc c'est pas exceptionnel, mais globalement ça se prend. Ensuite, nous avons Orgoth, donc 14 PV là aussi, Ward à 6, Save à 3, donc lui un peu plus tanky, Ward à 5 bien sûr, à côté des arbres. À 7 pouces, une attaque de tir en 3-3, sans reine dégâts des 6, 7 attaques de close en 3-3, moins 1-2, et même profil pour le monstre. Il a un passif qui dit qu'à chaque fois qu'il fait un jet de sauvegarde non modifié de 1 pour une arme de corps à corps, il fait une blessure mortelle en réponse. Anecdotique. Par contre, il y a une règle qui est un peu plus intéressante qui vous dit qu'en phase de combat, vous allez choisir une unité engagée. Sur 3+, vous avez plus un bless pour les attaques faites par les unités Friendly Madofkin Nurgle qui ciblent cette cible. Donc globalement, ça va s'appliquer à lui, donc il sera en 3-2. Et bien sûr, si vous avez d'autres unités Nurgle qui peuvent bénéficier de ça, même si lui meurt, globalement, la capacité est faite sur l'adversaire, donc ça reste une très bonne capacité. Et Morbidex, qui lui va être, je pense, le plus technique des trois, plus fragile, toujours avec sa save à 4, 3 attaques de tir, 3-3, moins 1-1, au close, 5 attaques, quelque chose de beaucoup plus classique. Il a toujours cette capacité de se soigner de X, qui est la moitié des points de dégâts que le personnage a arrondi au supérieur, donc une capacité de soins qui est très importante. Cependant, s'il se fait tuer en une fois, bah, c'est trop tard. Par contre, ce qui va je pense, le rendre très intéressant pour certains joueurs, c'est cette capacité qu'il a pour que les unités de Nurgle entièrement à 12 de lui ignorent la règle Beast, et en plus, ils ignorent les premiers dommages subis pour chacun des phases, donc la possibilité de rendre
des Nurglings un petit peu plus tanky, mais surtout des Nurglings qui vont pouvoir contester et reprendre des objectifs plus facilement ou en défendre. Et il a aussi un rampage qui est très marrant, qui vous dit de choisir 2 unités de Nurgling entièrement à 12 de ce dernier sur 2+. Si l'unité de Nurgling n'est pas en combat, elle va pouvoir bouger de la valeur de mouvement de votre 2+. Et si elle est en combat, faire un mouvement de peeling. Attention, vous ne pouvez pas finir en combat avec la première occurrence. Ça peut sembler anecdotique, mais en fait, cette règle est très intéressante pour pouvoir projeter. Vous faites revenir à la vie des Nurglings avec une capacité. En phase de combat, vous allez pouvoir les projeter, les faire bouger, les faire écranter, vous donner une opportunité de, je ne sais pas, commencer à mettre des tactiques de bataille ou bloquer une tactique de bataille avec votre adversaire. Les bulles de 12 ne sont pas les bulles les plus exceptionnelles. On aurait peut-être préféré 18, mais on n'est plus en V3. Donc des tricks de jeu pour des joueurs qui en ont besoin. Je trouve ça très intéressant. Ensuite, nous allons regarder le Lord of Affliction. Donc c'est le héros mouche mortel. Donc save à 6, save à 3, ward à 6, ward à 5 à côté des arbres. 8 PV, bouge de 8. Il a 4 attaques en 3-3, moins 1-2, moins 1-3 en charge. Donc ça commence à être vraiment sympathique. Et les 6 attaques de mouche standard. Il fait des blessures mortelles en phase de combat à 3 unités et demie sur 2+ D3, ok. Et surtout, ce qui va le rendre intéressant, c'est que si jamais il charge ce tour-ci, il peut choisir 2 unités de Pussy Black Lord, donc les unités mouches, entièrement à 12 de cette dernière, et ajouter 1 à la reine caractéristique des unités de mouches. Donc, globalement, pouvoir augmenter la reine des mouches, sachant que c'est les mouches qui tapent le plus fort, globalement, c'est très intéressant. Ensuite, nous avons le Harbinger Decay qui est un prêtre, donc le premier prêtre du BT. Nous en avons un deuxième qui arrive un peu plus tard. Save à 3 ward à 6, 7 de PV. Au corps à corps, je défends pas trop mal, 3 attaques, 3-3, moins 1-3, crit mortel. Et il a surtout cette capacité de pouvoir, du coup, once par turn, ennemi hero face, choisir une unité à 18, lancer un D3. Si le jet est égal ou supérieur à l'OC caractéristique de l'unité en question, lui mettre moins un bless. Et si jamais il est à 6 pouces d'un Sovereign Knight, donc les Sovereign Knight ce sont les Varangard de Nurgle, lancer un D6 à la place. Globalement, c'est une très bonne règle parce que ça se fait once par turn et ennemi hero phase, donc souvent vous allez avoir la possibilité de le faire. Moins un bless à une unité sur un jet de dés qui est accessible parce que souvent les unités ont 1 ou 2 dossés, donc il faut égaler, donc à part un 1 et un 2, vous allez y arriver. Et si en plus de ça il y a les Sovereign Knight, c'est encore mieux. Mettre moins un bless, sachant que vous avez moins un bless aussi avec le sort, peut-être moins un bless avec la prière. Donc ça débuff sévère. Et vous avez une prière qui est sur du 4 qui vous dit de choisir un ennemi à 12 pouces de ces derniers. Et vous soustrayez le double de la current battle round target à l'adversaire. Donc on explique pour pas qu'il y ait de litige. Si vous êtes tour 1, vous soustrayez 2, mais c'est à la current au control score ennemi. Attention, ce n'est pas au contrôle de l'ennemi, c'est au control score différent. C'est-à-dire que si par exemple j'ai 10, une infanterie de 10 modèles qui a un OC chacun et une bannière, il est à 11 d'OC. Si ma prière passe qu'on est tour 1, je soustrais 2 à cette valeur, donc il passe à 9. Vous ne passez pas le contrôle de l'unité, mais c'est le control score. Ces deux choses sont bien différentes. À partir du tour 2, vous soustrairez 4 à cette valeur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est une prière qui est intéressante, mais qui n'est pas non plus dégénérée. Et si jamais vous faites 10+, ça affecte toutes les unités entièrement à 12. Donc très intéressant. En tout cas, vous êtes des bonnes prières. C'est un prêtre. Je pense qu'on continuera à voir ce dernier. Ensuite, nous avons le Lord of Plague. 7 points de vie, save à 4, ward à 6. C'est assez fragile. 5 attaques, 3-3, moins 1, 2, crit mortel. Lui, il ajoute 1 au jet de blessure pour les attaques des Rodsword entièrement à 12 de lui qui n'ont pas chargé. Donc les Rodsword, c'est la nouvelle unité d'infanterie de Nurgle qui se joue par 10, d'accord? Donc facilement, vous allez pouvoir, si vous n'avez pas chargé, avoir un plus un bless. Et il peut, en phase de combat, choisir une unité de Rodsword qui n'a pas chargé entièrement à 12 de lui, sur un 2+, donner plus une attaque à la caractéristique des armes de mêlée. Donc vous avez compris que ça, plus l'occurrence de l'artefact, vous allez pouvoir donner facilement plus 2 attaques et plus un bless, donc qui est un personnage qui va être, je pense, auto-include si vous voulez jouer ces unités-là par 10, par 20. Et ensuite, nous avons le Lord of Light qui, lui,
va buffer un autre type d'unité, donc 7 points de vie, save à 3 avec pur résistant. Au corps à corps, 3-3 moins 1-3, anti-charge, c'est pas mal, hein, ça fait un beau body. Heureusement qu'il n'a que 4 attaques. Donc lui, il vous dit que si jamais une unité ennemie a chargé une unité de plague drone entièrement à 12 de lui, faut pas que l'unité ennemie, mais que les plaques drone sont entièrement à 12 de lui, sur 2+, vous infligez des 3 blessures mortelles à l'unité qui a chargé. Bon, assez anecdotique. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est qu'en phase de combat, vous allez pouvoir choisir une unité de Putrid Black King, donc ça ce sont les nouveaux Black King, qui sont à 3 pouces de lui, lancez un dé, sur 3+, vous ignorez les négatifs save roll pour la cible. Donc les Putrid Black King, je suis un peu déçu par ce profil, mais grâce à ce personnage-là, vous allez faire en sorte qu'il n'ait pas de sauvegarde modifiée. Ce n'est pas l'unité la plus tanky du BT, et je ne sais pas si on en verra beaucoup, donc est-ce que le combo des deux se justifie, à moins que j'ai raté quelque chose et qu'il y a un truc fantastique à faire, mais en tout cas, ça me semble un peu moyen. Ensuite, nous avons le Roadbringer Sorcerer, donc ça c'est le sorcier de Nurgle à pied, rien d'exceptionnel, 6 PV quand même, save à 5, ward à 6 sur la 5 côté des arbres, au close on s'en fout, sorcier de niveau 1. Il vous dit qu'à votre phase de héros, vous allez pouvoir choisir une unité ennemie qui a déjà été la cible d'un sort lancé par vous et qui a été réussi. Sur 2+, vous le mettez -1 au jet de ward pour la cible, jusqu'à la fin du tour. Globalement, il n'y a pas de portée. Il suffit qu'il soit sur le champ de bataille. On ne vous demande pas un ennemi visible. Donc globalement, vous avez n'importe quel sorcier qui réussit à lancer un sort sur un adversaire qui passe sur 2+, -1 ward. C'est exceptionnel pour un sorcier à pied. S'il est proche de 90-100 points, je pense qu'on en verra beaucoup. S'il est plus autour de 140-150, ça peut être plus compliqué. Mais en tout cas, ça me semble comme ça un très bon sort, une très bonne capacité pour accompagner des sorts. Je veux dire, imaginons que vous avez le GUO, lui. Le GUO lance son sort sur du 6, il vous fait rendre malade quelqu'un. Lui, il est à l'autre bout de la table. Il dit OK sur 2+, -1 jet de ward. Donc globalement, vous êtes malade à la fin du tour, vous allez subir votre maladie, et ainsi de suite. Donc ça me semble très très fort. Ensuite, nous avons Belga the Sith Witch. C'est une prêtresse. Attention, elle vient de Cursewater, la Darkwater. Donc peut être très très chiant sous condition si on a du mal à se la procurer. Et elle est prêtre de niveau 1. Au corps à corps, on s'en fout complètement. Cependant, vous allez voir qu'elle est très intéressante. Donc sa prière, c'est sur le 4, ça passe assez facilement. Vous allez choisir une unité visible qui est malade à 18 pouces et vous lui ferez des 3 blessures mortelles et vous ferez une blessure mortelle à toutes les unités malades à 3 pouces de cette dernière. Ça ne doit pas arriver trop souvent normalement, mais en tout cas, déjà des 3 blessures mortelles à une unité malade qui va reprendre des 3 blessures mortelles plus tard, ça commence à être chiant. Et en plus de ça, si jamais, alors là, je pense que ça commence à être le combo du cul, mais si jamais votre prière est à 9 pouces, vous pouvez aussi choisir une unité de Plague Bearer à 12 pouces de la cible, donc là ça commence à être un setup. Si jamais l'unité est infanterie, pour chaque modèle d'infanterie tué par les D3 blessures mortelles, donc normalement pas beaucoup, vous allez pouvoir remonter un modèle slain dans cette unité de Plague Bearer. Donc on va dire que sous certaines configurations, contre certaines armées, ça peut être vraiment fort, parce que vous remontez 2 PV par modèle d'infanterie tuée. Cependant, globalement, vous êtes censé remonter un modèle, quoi. Donc c'est pas non plus exceptionnel. Mais déjà, de pouvoir faire des blessures mortelles, c'était intéressant. Et ne pas oublier que c'est une prêtresse de niveau 1, donc selon son coût en points, vous allez peut-être avoir plus d'intérêt de prendre elle que l'autre prêtre. Mais ce qui va surtout la rendre très très forte, et c'est pour ça qu'elle est unique aussi, c'est qu'à votre phase de héros, vous allez pouvoir appliquer l'un des effets suivants, soit vous ajoutez 1 au casting roll pour les sorciers Magotin of Nurgle à 3 pouces d'aile, ou 1 au chanting roll pour les prêtres Magotin of Nurgle. Et on vous dit c'est friendly, pas other friendly, donc ça s'applique à elle-même. Donc sa prière passe sur du 3, les prières qu'on a vues dans le BT passent sur du 3, les prières comment ça s'appelle, par exemple de Scourge of the Giran sont facilitées, ou les sorts, et donc elle à côté par exemple du GIO nommé qui donne +1, on arrive à +2, et là on commence à être dans les meilleurs sorciers du jeu, et il est possible que ça soit dégénéré, donc il est fort possible que ce personnage-là soit autour de 190 points, peut-être 200, 210 pour justifier en points cette capacité, mais en tout cas ce n'est que pour le reste du tour, mais c'est une prêtresse qui peut être très très intéressante. Honnêtement, si elle est proche de 120, 130, elle est largement jouable. Ensuite, nous avons les Pestigors, donc c'est la nouvelle unité d'infanterie qui arrive, 2 PV tête. What the fuck, bro? On parle d'unité donc qui joue par 10.
Moi, je suis très triste quand je vois que mes nains du chaos sont 1 PV tête. Bouge de 6, ward à 6, save à 5, ward à 5 à côté, bien sûr, des arbres. C'est pas vraiment là pour combattre. Hein. 2 attaques, 4-3 sans raid dégâts 1. Vous ajoutez 1 aux armes de mêlée, le raid de mêlée unité de weapon. Quand cette unité, quand elle n'est pas en territoire ennemi. Donc c'est une unité qui globalement est faite pour défendre chez vous. J'espère que ça sera pas très cher. Ça fait quand même du PV, hein. Modèle, ça fait 20 PV, unité de 10. Ça combat ok tir chez vous, 4-3, raid-1 dégâts 1. Ça peut bien sûr prendre quelques buffs, quelques debuffs. J'ai du mal un peu à positionner cette unité comme ça, mais sur le point, ça peut être intéressant. Et pour accompagner cette unité, nous avons le Shaman, qui lui vient aussi de Curse City, de Darkwater, donc vraiment chiant. Sorcier de niveau 1, qui a la capacité en phase de combat de choisir une unité de Pestigore entièrement à 12 de ces derniers sur 3+, plus une attaque. Donc là, on va continuer à rentrer dans ces combos pour monter le nombre d'attaques. Ici, il n'y a pas de cric to hit, il n'y a pas de cric mortel, donc ça n'est pas dégénéré, c'est juste des brouettes d'attaque. Globalement, ça peut monter à pas mal d'attaques, hein, en 4-3, raid-1 dégâts si vous êtes chez vous, sur 2-3+, donc c'est comme Gumball. Et son sort qui est très intéressant, qui se lance à 18 pouces sur du 7, qui met -1 rend aux armes de mêlée jusqu'au début du prochain tour. Donc aujourd'hui, on sait qu'en V4, la reine -1 est très présente, la reine -2 c'est plus rare, la reine -3 encore plus rare. Donc basculer dans une tranche, ça change complètement les caractéristiques des armes de vos adversaires. Donc un sort qui est très bon. Pareil, je ne connais pas le point de cette unité, mais un sorcier de niveau 1 qui buff les pestigores. Si les pestigores sont pas chers, je pense qu'une unité pour défendre en gardien de but, ça peut être ok. Et en plus de débuffer les unités ennemies, pourquoi pas, hein, vraiment ça se réfléchit. Alors les Roadsword, donc c'est l'unité, comment ça s'appelle, la nouvelle unité qui se joue par 10, qu'on va appeler les guerriers du chaos de Nurgle, 2 PV comme les guerriers du chaos. Save à 3, ward à 6 natif, ward à 5 à côté des arbres. Donc c'est vraiment un beau body. 2 attaques, 3-3, -1, crit to hit, comme les guerriers du chaos. Donc là, moi j'annoncerai un coup à 190 points, 200 points, si on reste dans la logique des guerriers du chaos. N'oubliez pas qu'avec le bon héros, ils peuvent avoir plus un bless et plus une attaque, et l'artefact, donc vous pouvez monter à 4 attaques, 3, 2, -1, 1, crit to hit, c'est vraiment dégénéré, en tout cas ça me semble dégénéré mathématiquement. Et en plus de ça, il se paye le luxe d'avoir une règle qui vous dit que vous choisissez une unité ennemie qui a chargé ce tour et qui est engagée avec vous, et sur 3+, pas de commande pour le reste du tour. On rappelle qu'il suffit d'être engagé avec une unité qui a chargé, donc globalement vous pouvez recevoir une charge, effectuer une contre-charge sur une unité qui a chargé, 3+, pas d'ordre. Donc les Roadsword me semblent une unité très bonne. Le seul défaut de cette dernière, c'est qu'elle bouge de 4. Mais on va pouvoir naviguer avec cela. On est Nurgle, on a l'habitude. Donc une très très bonne unité. En face d'elle, vous avez le coup les Putrid Black King. Donc là, on a un peu plus des points de vie. On va dire que c'est les Chosen, les élus de Nurgle. 3 PV, save à 5. Donc là, vous voyez, c'est très fragile. À côté du bon héros, potentiellement, save à 5, non dégradable. Mais ça reste quand même une save à 5, ward à 5, à côté d'un arbre. 4 attaques, donc ça sature pas mal, c'est 5 par modèle, donc une unité de 10 max. 3-3, -1, 1, anti-prêtre, anti-wizard. Bon, je ne suis pas sûr que ça soit ce qu'on rencontre le plus dans le jeu en unité. C'est plus une unité, je pense, de réception que de fer de lance. Et en fin de tour, en phase violette, vous pouvez choisir une unité wizard ou prêtre à 12 de ce dernier, lancer un dé. Si c'est un sorcier et que vous excédez le power level de ce dernier, s'il fait un double 1, double 2, double 3, c'est un miscast. Et si c'est un prêtre, sous la même occurrence, un 1 ou un 2 est une misprière. Très fort, comme règle. C'est One Spartan Army, donc ce n'est pas toute... vous pouvez, ça sert à rien d'en spammer. J'ai pas l'impression que ce soit une unité qui tape très très fort parce que ils sont qu'en raid -1 dégâts 1. On aurait peut-être aimé du raid -1 dégâts 2 avec moins d'attaque, je sais pas. Pour moi, une unité qui va peut-être jouer par 5 ou 10, mais une seule fois pour bloquer. En équipe, en tout cas, ça peut être très intéressant. Mais je suis vraiment déçu par cette unité, j'en attendais peut-être un peu plus.
Ensuite, nous avons la version montée sur mouche, donc 8 PV, save à 4, ward à 6, bouge de 8 de dossier. 4 attaques, donc le même nombre d'attaques, 3, 3, moins 1, 1, mais en dégâts 2 en charge, donc l'unité est un petit peu plus intéressante. Ça se joue par 2, donc par 4, ça fait quand même pas mal d'attaques, hein. Ça peut faire un beau fer de lance. Et les mouches, 6 attaques, 4, 3, crit to hit sous certaines conditions. Coefficient range de 2, normal, et on ajoute 1 la reine des caractéristiques des mortels qui sont dessus s'ils combattent une unité qui conteste un objectif. Donc globalement, l'unité est très bien designée. Vous chargez plus un de charge, donc vous êtes en 3-3, moins 1, 2. Sur l'unité qui conteste un objectif, moins 2, 2. 4 attaques, ça vous fait 8 attaques. Si votre renforceur est 17 attaques, c'est pas mal du tout. Si vous êtes accompagné avec l'artefact plus une attaque au mêlée sur un 3+, vous commencez à avoir un beau body, un beau fer de lance. 8 PV tête, c'est quand même costaud. En save à 4, bien sûr, il faudra que l'arbre puisse vous suivre pour donner la ward à 5, mais vous avez vu, vous avez pas mal de tricks de mouvement pour le faire. Franchement, je trouve l'unité très très intéressante. J'espère qu'elle sera pas pricée trop haute. Et en face, nous avons les Shovel Knight qui sont du coup les Vanguard de Nurgle, que 4 PV comparé aux Vanguard sont à 5. C'est 3 modèles, save à 3, ward à 6, condition ward à 5. Qu'est-ce que nous avons? 2 attaques, c'est sûr que c'est pas énorme. Touche à 4, c'est un peu triste, mais d'un côté, quand vous voyez la gueule de l'unité, on se doute que c'est un peu de mal. Blesse à 3, moins de 2, moins de 3 en charge. Donc pareil, c'est une unité qui est en charge dans les bonnes conditions, en 3 attaques, all-in attaque. Vous êtes en 3-3, moins de 3. Ça peut être sympa. Le poney, c'est un poney du Schnaps qui est crevé. Et vous avez une capacité qui est assez intéressante, One Spartan Army, qui vous dit que en phase de combat, si vous êtes engagé avec cette unité, vous roulez un dé, vous ajoutez 1 si l'unité est en combat avec une autre unité de Rodbringer, et sur 3+, l'unité a Dun Strike Class, donc 2+, si vous êtes engagé avec une autre, another friendly Rodbringer. Donc globalement, une unité qui va peut-être vouloir contrecharger ou recevoir des charges dans votre bunker. Vous ne serez pas éligible à votre plus 1 de dégâts, mais ça reste quand même des unités qui est intéressante, qui a un bon body. Pas 5 PV, c'est dommage, que 4, mais qui globalement a un profil très intéressant entre pas vraiment un fer de lance parce que vous touchez qu'à 4 malheureusement, mais qui va vous apporter un peu de mouvement, un peu de combat. Je ne sais pas exactement où va se positionner cette unité, le coup au point non plus. On a vu des unités qui sont beaucoup plus performantes dans d'autres BT, mais en tout cas, une unité que je trouve très intéressante pour ce qu'elle peut apporter à l'armée. Ensuite, nous avons le Pox Wretches, donc ça vient pareil de Darkwater, un PV save à 6, ward à 6, corps à corps, c'est anecdotique, c'est une unité qui est accompagnée de tokens, et en fait vous allez avoir la possibilité d'utiliser les tokens en phase de combat pour rendre malade des unités sous condition des tokens que vous utilisez. Donc cette unité, il me semble qu'il y a le mot-clé unique, ou du moins qu'il y a le mot-clé... peut-être faudra vérifier des Burn Warcry. Donc je sais pas si vous allez pouvoir en jouer plusieurs, en tout cas ça sera pas renforçable et je crois qu'elle sera unique. En tout cas, ça peut être intéressant sur son point pour pouvoir rendre malade encore d'autres unités, donc plus d'occurrences de rendre malade. Donc pourquoi pas, intéressant. Le seul problème c'est que ça vient de Darkwater. Et pour finir, nous avons les Rotmire Crit qui eux viennent de Warcry, ça c'est sûr, et qui sont aussi très intéressants. Capacité de combat, tout ça on s'en fout un peu, qui vous dit que vous allez pouvoir, quand vous allez vouloir infecter une unité, donc avec la capacité de la maladie, qui est à plus de 7 pouces et qui a été blessée par cette unité, soit au combat, soit au tir, comme si vous étiez au combat. Donc globalement, vous allez augmenter la capacité de rendre des unités malades. Pareil, est-ce qu'on a besoin de rendre beaucoup de gens malades? Est-ce qu'on a assez d'occurrences de maladies? Ça dépend des constructions de liste, ça dépend de comment tourne le jeu, mais ça peut vous donner une occurrence de règles pour rendre encore plus malade. Est-ce qu'on veut rendre tout le monde malade? Est-ce qu'on veut cibler certaines unités? Je ne sais pas, en tout cas, ça en fait une de plus, une bande Warcry intéressante. Je sais que les joueurs Nurgle en avaient déjà parce qu'elles étaient assez fortes avant, donc ce n'est pas une unité à mettre à la poubelle comme dans d'autres livres d'armée. Voilà, nous avons fait le tour de toute l'armée Mag of King of Nurgle. J'espère que vous avez compris avec moi comment ça se jouait, comment on se projette un peu dans l'unité. Les coups en point vont bien sûr structurer
les listes d'armées. On a des unités qui me semblent très intéressantes. Je pense notamment aux guerriers du chaos de Nurgle, qui ont sous conditions assez facilement des bons stats, des sorciers, des prêtres qui sont très intéressants. Est-ce qu'on va plutôt utiliser le domaine de prière, bien sûr, de Scourge of the Giran, sous condition, parce qu'on a vu qu'il y a des bonnes prières, ou est-ce qu'on va garder les classiques? Les sorts me semblent très pertinents. Attention aussi, il va y avoir une réécriture, bien sûr, des régiments de renom qui accompagnent Nurgle, et bien sûr, des armées de renom et des régiments de renom que je ne présente pas aujourd'hui. Donc, plein de bonnes choses. Moi, en tout cas, je trouve pertinent le travail effectué par Games Workshop. Je suis toujours très triste sur des écritures qui sont un peu boiteuses, qui laissent à désirer aussi, des profils qui laissent à désirer aussi, mais cela m'encourage quand même dans les prochaines armées à sortir, à savoir que il y a une grosse refonte de Ogre qui devrait arriver après. Nous avons Son of Behemoth avec une gamme intrinsèque qui devrait arriver. Nous avons aussi pas les Soulblight, la dernière armée de la mort qui va arriver, on ne rappelle plus le nom, là, les Ossiarch Bone Reaper, et City of Sigmar. Donc ça, globalement, on devrait arriver jusqu'à décembre avec cela. Fin d'été, les nouveaux nains. Donc globalement, ça nous encourage pour les prochains livres d'armée. Je suis un peu triste, en tout cas, des premiers BT. Nous avons vu que Games a fait l'effort de modifier certaines règles chez Khorne pour pouvoir les rendre plus pertinents. Il peut être intéressant de continuer cet exercice-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite moi de bonnes fêtes. Et puis n'hésitez pas à liker, mettre un commentaire. Et puis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!